Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Die Story. Je suis avec Monsieur Manitou qui est en dessous. Salut. Enfin, qui est pas en dessous, qui est à droite en fait sur l'écran. Évidemment. Mets-moi où tu veux. Je te vais te déplacer pendant l'interview, ça va être génial. Et nous sommes avec, comment vous nommez l'alpha et l'oméga, les deux faces d'une même pièce, Manon et Simon Lee. Comment est-ce que vous vous définissez dans le monde rôliste? Bonjour. Quelle entrée en matière. On va rester sobre, hein. On va dire auteur. C'est bien déjà. C'est Oui. pas mal. C'est pas mal déjà pour un Bah, début. Des auteurs qui finissent leur jeu déjà pour commencer, c'est Oui. déjà bien déjà. Et on est là aujourd'hui pour parler de Héros d'Argile. Avant de parler de votre parcours, évidemment, de revenir un peu rapidement sur vos précédentes productions, on va parler de Héros d'Argile qui, au moment où cette vidéo est tournée et va être diffusée, va rentrer en financement participatif. Donc si vous voyez cette vidéo dans 2 ans, allez trop sur le tard. site et cherchez le PDF. Non mais il y a toujours le C'est PDF disponible, au moins. Mais voilà, en tout cas, allez jeter un coup d'œil. Tout sera évidemment en description de la vidéo, juste en dessous. Mais avant ça, Manon, Simon, est-ce que vous pouvez rapidement, comme on adore le faire, vous présenter un petit peu? Drôle, ça m'allait bien. On se cache derrière le label Angel Dust, tous les deux. Du coup, c'est pratique, l'un comme l'autre. Et puis voilà, on écrit au gré de nos envies, de ce qui passe, ce qui nous passe par la tête, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Si je suis un marketeur, je dirais Soit marketeur, auteur Vend. indépendant, jeu de rôle alternatif. Tu vois, t'as vu, je casse les mots-clés et tout. Ouais, bah, ok. Ouais. Bien savoir-faire. T'as vu, centré sur, en général, sur les relations interpersonnelles. C'est ce qu'on explore le plus. Et le drama, quoi. Ah, Voilà. c'est pour ça que vous êtes là, hein. Vous me dites drama, moi je vous invite tous les jours, hein. C'est sûr. Non, voilà, vous avez des thèmes privilégiés du coup, c'est cela? C'est un peu tout ce qui est Voilà. exploration de l'être intérieur, des pulsions aussi, parce que je crois que vous avez écrit un jeu, hein, qui explore un peu la bête intérieure. Et ouais. Hein. Exploration de soi, et des relations en général avec les autres. Je pense qu'il y a et ce sous je dirais sous plein de facettes ou de modalités, quoi. Donc effectivement, on a écrit un jeu qui s'appelle Damné sur les vampires, qui explore un peu la bête intérieure. Là, on va sortir un jeu sur les super-héros, donc Héros d'Argile, qui explore un peu le poids de la responsabilité qu'on peut porter. Exploration de soi, ça peut être très métaphorique et poétique. On a écrit un jeu qui s'appelle Les Larmes du Soleil, qui est plus dans l'exploration et la poésie. Donc, mais c'est souvent, c'est souvent orienté vers les émotions et les relations. Voilà, on va dire ça. D'accord. Et quand vous jouez en dehors de écrire vos jeux, pareil, vous visez des jeux qui sont très dans ce style-là, introspection, exploration de soi, ou vous pouvez prendre n'importe quel type de jeu et faire des petites sessions, où vous êtes passé vraiment à autre chose, vous savez ce qui vous plaît et maintenant vous visez un certain type de jeu quand vous jouez en dehors. Oui, je pense que maintenant on vise des jeux qui titillent le drama en fait. C'est vraiment en général, il y a quand même l'exploration du quotidien, du quotidien et en fait tout le drame qui peut survenir du quotidien, parce qu'il n'y a pas que de grands enjeux, des choses comme ça qui en font naître en fait. On peut avoir, avec justement ces relations, ces petites relations de tous les jours, faire naître des choses vraiment, vraiment tragiques ou juste belles, quoi, pas forcément tragiques, Oui. mais juste... Mais qui sont sublimes, en fait. Voilà, C'est le c'est ça. tragique, ça n'empêche pas la beauté. Ouais, tout à fait. Je dirais, comme j'imagine beaucoup de parents, le temps libre est précieux. Optimisé. Et du coup, ouais, en ce moment, on se concentre beaucoup sur des parties qui sont très ciblées dans la proposition ludique et narrative. Et en général, voilà, c'est ça, c'est ce que tu dis. Le quotidien, le drame, les relations interpersonnelles, c'est vraiment ce qu'on cherche, quoi.
Mais du coup, vu que vous enchaînez un peu les jeux dans ce style et que vous connaissez bien, on va dire tous les deux maintenant, vous arrivez à vous surprendre quand même dans les jeux un petit peu à drama comme ça, exploration, vous arrivez à vous renouveler en tant que joueur et joueuse pour vous surprendre finalement? Complètement. Hein Ouais. Oui, complètement. Comment vous faites? Je pense qu'on n'a pas fini d'explorer les facettes de Ouais. nos personnalités respectives. D'autant plus que quand tu portes le masque d'un personnage, c'est facile d'exacerber certains traits ou de diminuer d'autres ou de jongler sur les différentes facettes que tu peux avoir, quoi. Et Donc, puis des relations plus ou moins et c'est- proches et aussi. puis voilà, Cette exploration-là, elle est intéressante. elle est aussi. intéressante. Ouais. Pas Qu'est-ce que ça quand- fait quand tu joues quelqu'un qui me hait, hein? Oui, voilà. Voilà. Eh ben, j'aime bien. Voilà ce que ça fait, ça. Voilà. Ça fait du bien. Tu vois. Voilà. Très bien. Ok. Et ben, enfin, moi j'arrive un petit peu comme ça, les mains dans les poches, parce que Kiefer me dit mon petit lapin. Oui, parce qu'il m'appelle Oui. son petit lapin. T'es pas obligé de le dire à tout le Il monde, me mais dit oui. mon petit lapin, j'ai 2 superstars qui viennent avec nous et tout. Faut leur poser des questions. Bah moi la question que j'ai envie de poser, bah, c'est quoi en fait Héros d'Argile, tout simplement. Comment on peut le pitcher justement à quelqu'un qui connaît pas du tout ce jeu? Ah. J'y vais. Oui. Je fais le marquer. Alors, Héros d'Argile, donc c'est un jeu de rôle dans lequel on va raconter l'histoire d'une héroïne ou d'un héros, potentiellement un super héros, dans toute sa dimension quotidienne, dans toute sa dimension relationnelle avec les personnes qui sont proches de lui. Les enjeux sont effectivement relationnels et aussi l'enjeu narratif, ça va être de savoir quel est le prix à payer, quel est le poids d'être un super-héros. Donc on raconte l'histoire d'un héros qui est entouré de ses amis, de ses proches, de ses sidekicks en fait, et qui vont faire face à une menace, à un antagoniste. Voilà. D'accord. Et c'est quoi? Comment dire? C'est quoi un peu le thème? C'est plutôt friendly ou il peut y avoir vraiment du moche dedans? Il y a de la sécurité émotionnelle à mettre en place, un truc comme ça? Ouais. Ouais, puisque en fait, du coup, on va vraiment explorer les relations et ce que tu es prêt à sacrifier, ce que tu es prêt à perdre en tant que héros, quoi. Donc effectivement, ça peut être très très intense. Donc oui, il y a quelques outils de sécurité émotionnelle, bien sûr. Mais après, c'est comme on s'attarde sur le quotidien, il peut y avoir des moments très, je dirais très sweet, quoi, très très douces de relations. J'oserais dire banales, mais belles, quoi. D'accord. Voilà. Et tout ça va être mis en péril parce que le statut du protagoniste. Mais en l'essence, c'est un peu le jeu par défaut, c'est le jeu du quotidien. D'accord. Et ensuite, on va venir rajouter des surcouches de attention, il y a des antagonistes. Ce que j'aime bien dire lorsque je présente un peu le jeu, c'est dire que c'est pas un jeu de super-héros, c'est un jeu qui parle de super-héros, tu vois. Il y a des super-héros, d'accord. Mais c'est pas un jeu de super-héros où on se concentre sur les pics ou l'iconisation de personnages, quoi. On est vraiment sur le quotidien, sur les relations, et il se trouve que le protagoniste principal est héroïque, mais ça vulnérable en fait. Il a des faiblesses, des vulnérabilités, des failles dans lesquelles on peut entrer, quoi. Tout à fait, ouais. D'accord. Quand vous disiez, quand vous écrivez que le jeu il est esthétique et moral, ça veut dire quoi pour vous, esthétique et moral pour ce jeu en fait? Ouais, en fait, quand on dit esthétique et moral, c'est esthétique, c'est qu'on va célébrer donc une esthétique. En l'occurrence ici, celle des super-héros. Et moral, c'est un jeu dans lequel on va se positionner moralement en tant que joueur, mais aussi en tant que personnage. On va devoir se positionner sur des sacrifices, par exemple, à faire, ou sur des choix moraux, des dilemmes moraux. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des termes qui peuvent être un peu pointus mais j'espère que c'est des termes qui sont transparents. C'est-à-dire que même si tu connais pas un peu ce qu'il y a derrière, tu sais que tu vas faire
quelque chose d'esthétisé, voilà, et tu vas être face à des dilemmes moraux. D'accord. C'est dur mais beau, en gros. C'est ça. Mais ça va être sublime. Ah, c'est encore mieux que le dur mais beau, ça. C'est le niveau du dessus. La genèse du projet et déjà avant de parler de la version de Game Chef, c'est quoi qui vous a inspiré ce projet justement quand vous l'aviez écrit, me semble, pour Game Chef à la base. On parlera après de ce que vous avez gardé ou pas depuis cette version-là. Mais du coup, quand vous avez commencé à l'écrire, qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi super-héros? Pourquoi ces thèmes-là? Pourquoi cette narration qui se partage? Comment c'est venu en fait? Ouais, tu y vas. Je crois que c'était le Game Chef 2017, un truc comme ça, ou 2018. Enfin, ça fait un moment. Je me souviens même plus des thèmes, je t'avouerai. Ah, il y avait un thème imposé peut-être, c'est ça? Ouais, en fait, sur le Game Chef, t'as un thème qui est imposé et t'as des ingrédients. Ouais, des mots-clés. C'est des sortes de mots-clés, de sous-thèmes, quoi, que tu peux inclure et c'est facultatif. Ok. Il a tellement changé depuis. Mais la version Game Chef, je crois que la mécanique qui nous avait le plus accroché, c'était découper ou déchirer. Oui, c'était déchirer. Il y avait une longue phrase en fait qu'on devait construire et déchirer au fur et à mesure que le héros s'accomplissait ou non, qu'on a totalement modifié. Mais du coup, en partant du coup, j'imagine qu'on voulait faire un jeu où c'était important de pouvoir déchirer des bouts de soi, quoi. Oui. Et donc du coup, on a gardé cette idée-là. On garde cette idée-là, mais le thème du super-héros est assez se colle assez bien sur cette idée de devoir déchirer des bouts de soi pour le bien commun ou pour des relations, etc. Je crois que c'est parti de là. Et après, nous on est très on est parti davantage sur les relations, en fait. Et je pense que c'est là qu'est né le don de remembrance qu'on a mis, qui est vraiment la mécanique, en fait, qui est au cœur de Héros d'Argile. C'est vraiment l'échange, en fait, vraiment intime qu'il y a entre l'héroïne ou le héros et un sidekick, que ce soit un ami ou un parent ou un petit ami, etc. Et en fait, il y a l'acte d'écrire le moment qui cristallise la relation et qui sera mise en jeu si l'héroïne le souhaite lors du combat. Donc là, on a vraiment l'idée de sacrifice, elle est là en fait. Elle est sur sacrifier la relation, parce qu'après, le sidekick forcément perd des plumes si on sacrifie la relation. Donc il y a cette idée qu'on a conservée. Et du coup, cette idée, on colle assez bien le thème. Enfin, je crois que c'est venu assez naturellement dans la conversation, qu'on a commencé à dire on veut faire un jeu où on va sacrifier soit des parts de soi, soit des relations. Le thème super-héroïque est venu assez naturellement. Et ensuite, tout découle, en fait. On met le jeu au service de cette idée-là. Donc du coup, le partage de la narration, les settings, les enjeux, etc. On met tout au service de cette idée qui est que on va devoir construire des relations, et plus on construit des relations, plus potentiellement on peut les perdre, quoi. De la version de Game Chef, vous avez gardé quoi? Parce que de souvenir, la version de Game Chef, vous aviez un plateau, je crois. Vous aviez un plateau, des cartes, non, il me semble aussi. Ouais, il y avait des cartes. Vous avez gardé ça dans cette version-là? Il n'y a plus de plateau. Il n'y a plus de plateau, non. Alors, qu'est-ce qui reste de la version Game Chef? Le thème principal, les 3 rôles. Donc, les 3 rôles, donc il y a une personne qui joue le héros ou l'héroïne, et une personne qui joue l'antagonisme. Et ensuite, les autres jouent les sidekicks, les adjuvants. Donc ça, on a gardé ce trio de rôles, parce que c'est un peu la dynamique principale du jeu, quoi, en termes de relations autour de la table. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'héroïne ou le héros qui va nouer des relations avec les sidekicks, qui vont être mis en danger par l'antagoniste. On voulait pas que le sidekick et l'antagoniste soient fusionnés, un peu comme dans les jeux de rôle traditionnels où ton PJ est le héros et t'as plusieurs héros, et ensuite t'as le MJ qui joue à la fois les alliés et l'antagonisme. On voulait vraiment scinder ça en deux pour qu'il y ait pour que l'impact soit plus grand, quoi. C'est vraiment un choix de design arrêté, quoi, fort, qu'on a gardé du coup. Ça, on a gardé. Et je crois que le thème, quoi,
puis c'est tout. C'est bien déjà. Et la version Game Chef est accessible sur notre site. Vous irez voir, mais je pense qu'il y a plus grand chose de. C'est bien de voir la genèse en fait, un petit peu de voir le. Ouais. Le projet, ça montre qu'un jeu finalement, entre guillemets, on l'a jamais fini quoi, et qu'il faut, à un moment donné, il faut se dire c'est bon, j'arrête là, je peux plus améliorer. Ah ouais, non, si tu nous laisses encore du temps, dans 2 ans, il a encore changé parce que nous on évolue en tant que personne. Donc forcément. Vous ferez la 2e édition dans 2 ans, comme ça. V2. Pas trop dans la philosophie de refaire des éditions sociétales. Pour nous, c'est comme un jeu, c'est comme une photo en fait. Une photo de toi, de nous du coup, en tant que personne, en tant qu'auteur, qu'on veut transmettre à un moment donné, tu vois. Et je pense que on préférera refaire un jeu qui nous correspondra plus plutôt que d'essayer de bidouiller quelque chose qu'on a créé précédemment. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Ouais. Ok. Moi, j'ai envie qu'on parle système, j'ai envie qu'on parle de création de personnages et des problématiques justement de l'héroïne, du méchant, des sidekicks. Moi, j'adorerais être le sidekick de Kiefer. C'est intéressant. Ouais, mais c'est intéressant le sidekick. Je fais une parenthèse, mais c'est vrai que ça peut donner cette crainte qu'il y a un joueur, une joueuse à table qui sera plus important que les autres. Mais non, pas du tout justement. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce système où les sidekicks sont joués par des personnages quoi. Donc, pose ta question, excuse-moi. C'est ça. Donc du coup, voilà, c'est comment ça marche, problématique, ouais. Comment ça fonctionne, ouais, les relations. Je suis d'accord sur le fait que le sidekick, c'est un rôle très important. Moi, c'est le rôle que je préfère dans le jeu, parce qu'il n'a pas que la charge d'être celui à côté qui fait les relations. Il est là pour porter l'héroïne qui n'est rien au final. Elle se construit que avec les relations. En fait, elle ne peut affronter que si elle a des sidekicks. Donc, je trouve que... Puis en plus, ils ont le poids du décor et tout. Puis l'avantage d'un sidekick, c'est qu'il peut merder, on lui dira rien. Parce que c'est un sidekick. Donc, c'est... Il a moins de poids sur les épaules. C'est ça. Mais oui. Et, du coup, l'intérêt de chaque rôle, du coup, enfin voilà, si on devait déterminer l'héroïne, l'antagoniste, le sidekick, qu'est-ce que chacun peut faire en fait dans ce jeu? Quel est son rôle véritablement? L'héroïne est oui, en fait on met la lumière quand même sur l'héroïne ou le héros. C'est celui qui va porter des questionnements qui l'empêchent en fait de s'accomplir. Et ces questionnements, on les met justement en résonance avec ceux des sidekicks qui, eux, leur but est d'aller terrasser en fait ces questionnements pour rendre l'héroïne heureuse. Donc il y a vraiment une relation bienveillante pour que l'héroïne s'accomplisse et pour que l'héroïne aille mieux. C'est un peu pour se guérir. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc elle fait ces scènes avec ses sidekicks, et en parallèle se construit une opposition, un antagoniste qui du coup lui a un peu la posture du MJ traditionnel, parce qu'il voit en fait tout ce qui se passe et il a le droit de construire un peu dans l'ombre sans qu'on se rende compte qu'il est là, mais il grossit. Et l'idée c'est pas de faire un méchant, l'idée c'est vraiment de poser quelque chose en... on parlait de la morale tout à l'heure, mais qui vient questionner en fait cette morale, moi je vois le monde différemment de toi, mais regarde, t'es à une demi-journée d'être moi, et moi c'est pas si mal. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que chaque rôle, j'ai l'impression qu'on a écrit chaque rôle pour un profil ou un type de joueuse. Si tu joues l'héroïne, tu vas jouer ton personnage à fond, tu vas être à fond dans les émotions, c'est toi qui vas tu vas trancher les dilemmes, c'est toi qui... Donc il faut aimer être dans cette posture un peu de vulnérabilité émotionnelle, ou pas forcément de vulnérabilité, mais tu sais que t'as un poids sur les épaules, quoi. Proactif aussi. Ouais, faut être assez relativement proactif, faut aimer ça. Voilà. Mais d'un autre côté, tu n'as que ça à gérer, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais t'as que ça à gérer. Les sidekicks, eux, ils sont plus dans le côté
construction de relations, mais aussi narration partagée, c'est-à-dire que eux, ils ont la charge des décors, ils ont la charge de l'ambiance, ils ont la charge de tout ce qui gravite autour de l'héroïne. Donc c'est un peu les MJ gentils, si vous voulez. Je sais pas comment. Mais les sidekicks, ils ont tendance à être quand même assez sympas avec l'héroïne. Vous avez l'impression que les personnes qui jouent les sidekicks, ils ont aussi tendance à mettre un petit peu l'héroïne des fois dans la mouise ou à la pousser assez loin. Alors, dans la fiction, le sidekick a une attache forte et bienveillante avec l'héroïne, mais en tant que joueur, rien ne t'empêche de justement soit te mettre au bord du gouffre pour que l'héroïne vienne te chercher, tu vois, soit faire en sorte que parce que tu dois mettre en avant les questionnements du héros ou de l'héroïne, donc quelque part il faut un peu le pousser aussi, quoi. Mais en général c'est relativement bienveillant. Et donc le dernier rôle c'est l'antagoniste, c'est le vilain, quoi, le bad guy. Et c'est un rôle déjà qui est un peu plus lourd, mais enfin pas lourd, mais qui a un peu plus de charge parce que tu dois construire ton personnage au fur et à mesure de la partie. Et tu construis ton personnage d'antagoniste en picorant les scènes que l'héroïne et les sidekicks vont jouer. Tu vois, tu vas dire, ah, il y a tel type de relation, ah, c'est ça que j'aimerais mettre en péril, ou ce thème-là est intéressant, je vais créer mon personnage au fur et à mesure. Et donc, tu as la charge de l'antagonisme, quoi. Donc, c'est plus un rôle un peu en retrait de quelqu'un qui aime bien observer, prendre et tracer un peu des plans sur la comète pour essayer de taper au plus juste, tu vois. Donc c'est vraiment j'ai l'impression que c'est 3 profils de joueurs différents et qu'on retrouve pas forcément tout le temps à une table, quoi. Et c'est cool je trouve ça cool qu'on ait réussi à mettre tout ça autour d'une table et que ça marche. Voilà. D'accord. Donc il peut y avoir le sidekick complètement boulé qui se met tout le temps dans l'embarras et qui force justement à l'héroïne à aller le repêcher à chaque fois. Et tout à fait. J'ai un gros flash de Supergirl, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas le moment. Ça me fait penser à ça. La petite question que je me posais aussi, c'est est-ce que 7 c'est pas un peu beaucoup en fait Alors 7 c'est le nombre de joueurs max, quoi. Maximum, ouais, d'accord. Mais quand tu regardes, t'as une personne qui joue le héros ou l'héroïne, une personne qui joue l'antagoniste. Tu peux avoir jusqu'à 5 sidekicks, tu vois. D'accord. On a écrit des settings un peu préconstruits où ça va jusqu'à 5 sidekicks. 4-5. Ok. D'accord. D'accord. Ça évite à une personne d'avoir à gérer 2 personnages. D'accord. Si tu dois gérer deux sidekicks et qui se retrouvent dans la même scène, bon bah t'es un peu c'est moi. Enfin tu vois. Un petit peu schizophrène, ouais. Schizophrène. Et ça aide pas à l'immersion, quoi, à la convergence avec ton personnage. Donc c'est pour ça qu'on a mis jusqu'à 7, c'est un peu le grand jusqu'à max. 7. Après une table de 4, ça passe, quoi. Ça marche très très bien. Une table de 3, enfin le minimum c'est 3 de toute façon. D'accord. Oui, bah en même temps, ouais, rien que pour chaque rôle. Mais 4-5, ça marche très très bien. D'accord. Et les problématiques de l'héroïne, c'est ce qui est construit en premier, ou les sidekicks après se greffent à ces problématiques, ou c'est plus ou moins convenu que on crée les problématiques avec les sidekicks, en fait. Les sidekicks vont apporter des idées problématiques au fur et à mesure de la création du jeu, peut-être. Alors ça se construit ensemble. En fait, on a fait un set de cartes qui aide à construire ces questionnements, pas partir sur une page totalement blanche. Donc on a fait, il y a des portraits déjà pour s'aider, choisir une tête qui va bien, qui nous plaît, et ensuite bien, questionnement il suffit de répondre, de choisir un pendant pour le sidekick. Donc on a essayé de faciliter ça dans le livre, quoi, parce que on a fait des settings préconstruits, mais bon, quand on a envie de se lancer dans le grand bain, il y a de l'aide aussi. Bonne idée, ça, le matériel comme ça qui aide à la création, à l'inspiration, c'est vachement bien. Hein. Ça permet de s'approprier aussi le jeu et puis après de pouvoir voler de ses propres ailes, quoi. Et les settings que vous proposez, du coup, vous proposez carrément le personnage avec tel sidekick, il a tel rôle, il a tel lien, c'est ça en fait. Et après l'antagoniste, par contre, il y a une petite aide, mais après on construit au fur et à mesure, ou même l'antagoniste, vous essayez de le dessiner un petit peu à l'avance dans vos settings. Alors l'antagonisme, jamais.
Jamais. Parce que en fait, l'antagonisme dépend vraiment des relations qui vont être jouées. Tu peux pas trop les présupposer. Par contre, dans les settings préconstruits, on définit, c'est des pré-tirés, quoi. C'est vraiment des pré-tirés avec un univers, machin et tout. Dans des univers très différents, en fait, c'est un jeu qui est à la base sans univers, à vrai dire. Donc voilà. Après, si tu veux te lancer toi-même, y a ces fameuses cartes, les cartes sur lesquelles il y a des prompts, quoi. Il y a des aides. Il y a des gens qui aiment bien commencer par poser l'héroïne et ensuite les sidekicks. Il y a des gens qui aiment bien faire ça de manière très organique, dire lui je le verrai bien là, et construire la carte des relations au fur et à mesure. Tu peux faire un peu comme tu veux. Qu'est-ce qui va attraper l'antagoniste pour se construire en fait? Quels sont les moments, les phrases clés peut-être sur lesquelles il se dit là c'est quelque chose qui va m'aider à me construire? Qu'est-ce qui fait tilt en fait chez lui quand on joue? Il faut être particulièrement vigilant à... Donc l'héroïne, elle est construite avec des questionnements. Voilà. Sur ta fiche de personnage, tu as un certain nombre de questionnements qui font que tu n'es pas accompli en tant que personne. Et donc, la manière dont tu te positionnes par rapport à ces questionnements, c'est très important pour le vilain, quoi, pour le bad guy. Parce que lui, si tu es vilain, tu vas regarder un peu comment l'héroïne se comporte déjà vis-à-vis de ses questionnements, puis vis-à-vis des sidekicks. Tu vas essayer de gratter, voir ce qui est important pour elle ou lui. Voilà, ce genre de choses. En tant qu'antagoniste, tu peux proposer des amorces de scène, en fait. D'accord. Ah, ok. Sans forcément le résoudre, ou sans forcément taper sur les personnages. C'est assez ritualisé, le fait de pouvoir que l'antagoniste puisse taper sur les personnages. Ça n'arrive pas tout de suite, c'est relativement ritualisé par les mécaniques. Il y a des degrés. Il y a des degrés, etc. Donc tout ça, c'est géré par la mécanique. Donc toi, tu peux juste proposer, teaser un peu ton personnage, voir comment en face ça réagit, et comme ça, tu t'ajustes. Ou sinon, tu peux être complètement passif. Il y a des gens qui aiment bien juste rester dans l'ombre, tout construire, et puis débouler, tadin, avec tu vois. Donc ça dépend un peu de ton approche. Mais ce qu'il faut regarder, effectivement, c'est comment l'héroïne se positionne, comment les relations se jouent, quelles sont ses faiblesses. Essayer de la cerner et construire ton antagonisme en vis-à-vis. Nous, on n'aime pas trop le noir et blanc, quoi. C'est le monde en noir et blanc, en tout cas. C'est-à-dire que ton antagoniste, tu dois le construire en miroir de l'héroïne. Quelque part, ça pourrait être le héros, tu vois. Ça pourrait être le héros, ou tu pourrais avoir juste une vision un petit peu différente. Tu pourrais utiliser tes pouvoirs pour d'autres choses que ce que pense le héros, ou les codes de valeur du héros. Ou la même chose, mais pas les mêmes méthodes. Ou la même chose, pas les mêmes méthodes. Enfin, il y a plein de manières de construire ton antagonisme, mais c'est laissé relativement libre. C'est pas vraiment un génie du crime, le maître du mal, c'est pas trop le but, quoi. Bonne raison, en tout cas. Donc, quand je dis très bonne raison, il faut que ça ait un impact émotionnel sur les personnages. Si c'est juste le méchant qui est méchant, oui, c'est lié à rien. Il faut qu'il joue sur les motivations, les questionnements de l'héroïne, pour montrer qu'il est proche d'elle, en fait, et que du coup, il sait de quoi il parle, et il va la pousser dans une voie, quoi. Moi, j'ai fait le choix d'une voie, tu peux le faire aussi, un peu. Je pense que un truc de la pop culture récente qui parle bien, je pense que c'est Thanos, en vrai. C'est vraiment ce type de personnage-là qui, certes, est méchant pour être méchant, mais derrière, je pense que les films apportent assez bien sa vision du monde, le pourquoi il le fait, etc. C'est ça. Il a des bonnes intentions, mais il les fait de façon cruelle et horrible et génocidaire, on va dire, entre guillemets, quoi. Voilà. À la base, il a des bonnes intentions, mais il les fait mal, en fait. Ça pourrait être un antagoniste de Héros d'Argile, d'une partie de Héros d'Argile. Je pense que ça passerait relativement bien. Je sais plus quel auteur écrivait. Je crois que c'est l'anatomie du scénario qui disait que le méchant, en fait, il veut la même chose que l'héroïne, mais avec une manière détournée, en fait, ou de la mauvaise façon, un truc comme ça. Ça, ouais. Faire des bonnes choses pour de mauvaises raisons, ou faire des mauvaises choses pour de bonnes raisons aussi, ça marche.
Et en termes de cadre de jeu, il y a un cadre déjà dans le jeu où on peut jouer n'importe quelle timeline, par exemple, on peut jouer à la Deuxième Guerre mondiale, on peut jouer au contemporain, on peut... Oui, normalement, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir. On a écrit plusieurs settings qui proposent du coup des époques différentes. Ah, les époques aussi. Ah, c'est bien. Oui, Des époques ou des esthétiques différentes. Ouais. Et pareil par rapport à l'héroïne, ça peut être une jeune adulte, ça peut être une ado, ça peut être pareil, il n'y a pas de... D'accord, ça c'est bien ça. Peut-être même, ça peut même ne pas être un super héros, simplement une personne qui sort de la norme de par son courage ou son héroïsme, mais c'est pas forcément un super héros, tu vois. D'accord. Le jeu tourne vraiment autour des relations, donc tu encapsules ça dans ce que tu veux finalement. D'accord. Ok. Après le packaging, on va dire, la charte graphique est très comics, super-héros, etc. Mais c'est pour donner une base, tu vois. Ouais, une esthétique, en fait. Ok, très bien. Du coup, comment s'articulent les différentes phases de la partie? Comment ça s'articule? Comment les temps de parole arrivent à s'harmoniser? Comment vous avez trouvé un fonctionnement pour ça? Enfin, moi je sais. Un turn order, un truc. J'ai lu le titre, mais les gens ne l'ont pas lu. Donc, comment vous avez fait pour que, voilà, exactement, vu qu'il n'y a pas de meneur de jeu ou de meneuse de jeu, comment vous avez équilibré tout ça, en fait? Alors, en fait, c'est un jeu qui marche par scène. Les scènes sont sont à la responsabilité des rôles. Enfin, il y a différents types de scènes qui peuvent être amorcées par les rôles, en fait. Voilà. Donc, typiquement, les sidekicks, ils peuvent amorcer des scènes de quotidien. L'antagoniste, il peut amorcer soit des scènes de teaser pour un petit peu construire son personnage, soit arriver à un certain point mécanique, il peut amener des scènes de conflit. Voilà, et il y a différents types de scènes qui peuvent être amenées par les différents rôles, et c'est comme ça que on va dire une partie s'articule. Après, il faut pas être dupe, le temps de parole est absolument pas harmonisé. L'héroïne ou le héros en général est au centre du focus, donc va beaucoup plus jouer que l'antagoniste en termes de temps de parole, quoi. Ça veut pas dire que la personne qui va jouer le bad guy ne joue pas, quoi. Simplement, comme il doit construire son personnage, il est un peu plus en retrait, quoi. Donc il faut pas croire que voilà, il n'y a pas d'harmonisation, si tu veux, du temps de parole. Néanmoins, il y a des scènes qui peuvent être amorcées par tes rôles et qui sont ritualisées par les mécaniques de jeu. Donc il y a un peu ça, il y a un peu un squelette, quoi, qui se porte garant de la structure narrative de la partie. Ok. Le bad guy, la Némésis, il intervient à quel moment? Il intervient un peu quand il veut, ou quand il sent qu'à la fin d'une scène, il y a une ouverture, ou il y a une mécanique qui fait qu'il a atteint une certaine jauge où il peut intervenir? Comment vous avez fait, du coup? Ouais, alors le vilain, de base, il joue l'antagonisme. C'est-à-dire que même dans n'importe quelle scène, s'il y a un moment donné, il y a une friction, c'est lui qui l'interprète. Après, il a des scènes qui s'appellent des scènes de teaser, où il va construire son personnage. Donc en fait, la caméra va dézoomer par rapport au héros et au sidekick, va aller ailleurs, et on va voir une petite scène, presque comme une scène post-générique des films Marvel, un peu, où on voit en fait le bad guy qui se prépare ou qui se construit dans tous les cas. Au fur et à mesure que les scènes s'enchaînent, il y a un compteur, il y a une jauge que le vilain augmente ou diminue, enfin peu importe, au fur et à mesure, et lorsqu'il atteint soit 0, soit voilà, eh bien il peut lancer des scènes de conflit. Et les scènes de conflit, c'est les scènes où on va justement aller taper sur le héros, taper sur les relations, et taper sur voilà. Donc l'antagoniste ne peut pas tout le temps taper sur le héros sans relâche. Donc il y a des moments de répit. Il faut qu'il y ait un contexte, en fait, pour que ça puisse arriver, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a un certain nombre de scènes se dérouler. Ça crée un peu comment je pourrais appeler ça, des sortes de respiration, quoi. Genre,
tu prends une grande bouffée d'air avec les sidekicks, le quotidien, etc. De temps en temps, tu as un petit teaser, et après, boum, le conflit, et ensuite on recommence, et c'est relativement cyclique. D'accord. Okay. Et c'est structuré ça comme ça dans le jeu? Excuse-moi, Max. Alors, bonne question. Il n'y a pas d'enchaînement de scènes structurées. D'accord. Par contre, il y a des types de scènes que tu peux lancer dépendant de l'état actuel du jeu, quoi. Il y a des jauges, et dépendant de l'état actuel du jeu, il y a certaines scènes qui peuvent se lancer ou ne pas se lancer. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de structure, genre quotidien. Oui, ensuite antagoniste, machin. Ouais, c'est relativement quand tu dis que l'antagoniste, il vient taper, il lance un D20, ou il fait comment pour... tout Alors très concrètement, comment ça se passe une scène de conflit? Une scène de conflit, c'est l'antagoniste qui vient proposer un obstacle, un challenge, ou mettre en danger le héros. Voilà. Et à partir de là, on amorce, il y a des mécaniques, effectivement, où on va lancer des dés. Ce qu'il faut comprendre dans le jeu, c'est que il y a une mécanique qui s'appelle le don de remembrance. Okay. Le don de remembrance, c'est lorsque un sidekick et le héros ont passé un moment fort, émouvant, marquant, le sidekick fait un don de remembrance donc au héros, qui prend la forme d'un petit post-it sur lequel on écrit un peu l'essence de la scène qui vient de se passer. Voilà, j'ai écouté de la musique de mon enfance avec ma sœur. C'était un moment émouvant. Donc hop, le sidekick écrit ça sur un petit post-it, le donne à l'héroïne, par exemple. Et en fait, plus l'héroïne a de remembrance, plus on lui a fait de dons, plus elle est forte contre l'antagoniste, parce qu'elle est forte émotionnellement. Mais plus les sidekicks qui ont fait des dons sont vulnérables. Et donc, lors des scènes de conflit, on va lancer un certain nombre de dés. Il faut faire, ça marche par réussite, quoi. Tu lances un D6, sur 5-6, tu fais on compte une réussite. Donc tu lances un certain nombre de dés qui correspond à ton nombre de remembrances. Et dépendant du nombre de succès ou d'échecs, eh bien, tes relations vont être mises en péril ou pas, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment tu vas renforcer l'héroïne avec tes remembrances, mais ça te met d'autant plus en danger que tu la renforces, en fait. Exactement. Donc c'est une logique purement fictionnelle, quoi, narrative, qui sous-tend la mécanique. Et parce que moi j'ai pas d'amis en fait, et mon truc c'est de jouer en virtuel. Voilà. C'est de jouer en virtuel. Est-ce que ce jeu est jouable du coup en virtuel? Est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, je pense que... Enfin, oui, on l'a testé en virtuel. On l'a surtout testé en virtuel. On était obligé de tester en virtuel. Du fait du contexte. Ouais, du contexte. Bah ouais. On est sûr qu'il marche en virtuel. D'accord, c'est bien. On peut nommer, hein. Vous l'avez utilisé sur Miro, sur quoi vous avez... Miro. Parce que j'imagine que du coup, bon oui, vu que l'histoire est tout se construit au fur et à mesure et qu'il n'y a pas véritablement de MJ, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de visuels non plus pour faire les post-it, je pense, les post-it, oui, les post-it, mais c'est du texte au final, c'est un truc que tu peux écrire à la volée. Mais là où Miro est intéressant, c'est que tu peux avoir des vrais post-it que tu vas donner, donc c'est vrai que visuellement c'est intéressant Miro pour ça. Tout à fait, ouais. Oui, tu n'as besoin que de texte, que de quoi écrire. Miro est pratique pour créer des cartes de relations. Franchement, ça, pour tirer des flèches entre les noms des personnages et tout, ça c'est franchement pratique. Surtout quand on crée son setting après. Pour tisser les liens, sinon... Et puis voilà, maintenant on peut lancer des dés sur Miro, donc je veux dire, c'est bon, on n'a plus besoin de... Le relevé va couler, ça y est. Les tables réelles vont couler, c'est ça. C'est ça. Non, irréductible. C'est ça. Alors, on va parler peut-être des inspirations des jeux ou des systèmes qui vous ont inspiré. Moi j'en ai 3 en tête, vous me direz si j'étais loin ou pas. Je pensais à Mask, je pensais à Sword Wizard Master, et je pensais au système... Alors, les Bob, j'irais jamais à les dire. Belonging, Outside Belonging. Ouais, c'est ça. Les Bob. Les Bob. Les Bob. Ces 3-là? Oui, non? Qu'est-ce qui vous inspire comme système?
ce qui nous inspire vraiment en termes de mécanique, hein, je parle vraiment de mécanique, c'est essentiellement les jeux de P.H. Lee, donc Polaris, Blistage, Hot Guys Making Out, ce genre de... Voilà. C'est ce genre de jeu-là qui nous inspire, c'est vraiment des jeux à la base très forgiens, quoi. Ceci étant dit, les jeux que tu cites, on peut voir l'affiliation aussi, quoi. C'est pas des inspirations directes, je pense que on baigne un peu dans ce genre de type de mécanique. Vous nourrissez un peu de tout ça, quoi, de façon... on n'est pas très fan des PBTA, donc tu vois, Mask, c'est sympa, mais on voulait vraiment faire un jeu qui se concentre sur un personnage où on n'a pas une team de héros, tu vois, on a vraiment un héros. Ceci étant dit, c'est très très cool comme jeu, Mask. Voilà. Et le côté freeform, pseudo-freeform des Bob, et tu peux le retrouver aussi dans Héros d'Argile, quoi. C'est assez freeform, mais pas vraiment. Il y a un côté comme ça dans les Bob. Vous allez faire un SRD à la fin avec Héros d'Argile propulsé par Héros d'Argile. Et du coup, Héros d'Argile, c'est plus orienté one shot, c'est-à-dire qu'on crée un truc, on joue avec et puis basta, ou est-ce qu'il y a moyen de faire quand même une campagne, un truc sur plusieurs séances? Alors, on peut faire les deux. Les settings préconstruits font que le one-shot, c'est parfait. Et des petites campagnes, je pense que oui, ça supporte des petites campagnes. Après, le mieux, c'est de faire des saisons, sinon, et de renouveler. Comme une série. Voilà, une type série, parce que sinon, au bout d'un moment, on a vite fait pas le tour, mais bon, une fois que l'héroïne a libéré ses entraves, disons que avec le drama que ça peut générer, les canevas ont tendance à imploser relativement vite. 3 séances, je pense que c'est... En sachant que, du coup, si tu prends une séance complète de 2-3 heures pour créer ton setting, tu joues 2-3 séances, et ensuite, si tu as terminé ton arc narratif, tu peux relancer une saison avec soit le même héros, soit dans le même univers. Enfin, il y a moyen de moduler. Mais renouveler avec une saison, je pense. Renouveler avec une saison, ça marche très bien. Par défaut, je dirais une séance pour créer un setting et 2-3 séances pour jouer, ça marche plutôt bien, quoi. D'accord. Et si on veut pousser un petit peu, est-ce que on peut changer de rôle à chaque séance, par exemple? Est-ce que c'est tout le temps le même qui doit incarner l'héroïne ou le sidekick ou le grand méchant, etc.? À la base, les rôles sont pas censés être tournants. Je pense que, je sais pas, je pense que j'aurais du mal à incarner l'héroïne que, par exemple, tu aurais joué pendant 2 séances, et après prendre possession du personnage qui a été bien dessiné, bien. Donc, je pense que, pareil, il vaut mieux faire sur une saison après. Oui, voilà. Saison d'après, un sidekick devient le Némésis, le Némésis devient un sidekick, et comme ça, on change un petit peu les interactions, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est plus délicat de s'approprier le personnage qui a été joué. Enfin, c'est peut-être pas impossible, mais moi, je pense que j'aurais du mal. Après, c'est une variante qui est proposée dans le livre. C'est si tu as envie de jouer avec plusieurs héros, ou si tu veux jouer avec aucun héros, ou si tu veux jouer sans bad guy, ou si tu veux tourner les rôles, c'est possible, en fait. On donne quelques pistes je dirais de hack ou d'adaptation de variantes, quoi. Mais c'est pas le jeu vanilla, tu vois, c'est pas le jeu de base. Après, ça peut être envisagé, par exemple, quand justement à la fin d'une saison, si mettons il se passe plusieurs années entre la première saison et la seconde, le héros peut-être ou l'héroïne a peut-être changé aussi, soit sa façon de voir les choses ou quoi, et du coup c'est une autre joueuse ou un autre joueur qui l'incarne justement pour incarner ces changements. Ça peut se faire, j'imagine, du coup. Ah ouais, complètement. Ça c'est très très fluide. D'accord. On note. Notez. Du coup, ce livre de base là que vous proposez maintenant, qu'est-ce qu'il contient? Parce que moi je pensais bêtement qu'il y avait les règles, etc. Mais du coup, là, je vais apprendre qu'il y a des settings perso, qu'il va y avoir des cartes du coup pour l'inspiration. Il y a quoi dedans du coup? Vous pouvez teaser un petit peu des tables aléatoires, il y a des petites surprises. Comment est structuré ce livre en fait? Ce que vous pouvez en dire en tout cas. Ouais. Alors, en fait, il y a 3 livres. Alors, dans les faits, il va y avoir 4 livres. Mais c'est les paliers.
Ah, on le dit pas encore. Je vais dans le livre 1, il y a les règles de base avec un setting. Un setting très vanilla, super-héros, tu vois, grande ville, grande métropole américaine. C'est un peu le livret d'initiation, si tu veux faire un parallèle. C'est le truc que tu vas emporter avec toi en convention. Enfin, tu vois, c'est les trucs, c'est la base. Dans le deuxième livre, il y a toutes les règles pour construire un setting, jouer en campagne, et quelques pistes pour hacker le jeu. Dans le livre 3, il y a les settings. Alors, le livre 3, en fait, il est scindé en deux, parce que, pour des raisons d'impression, en fait, le livre 3, il va se présenter sous la forme de petits livrets à dégrafer. Donc c'est pour ça qu'il y en a deux, c'est parce qu'on a 5 settings, je crois, donc du coup ça tenait pas sur un agrafé. Mais du coup, c'est des trucs que tu dégrafes, et ça devient des feuilles volantes, des aides de jeu volantes, quoi. T'as ton setting, t'as les fiches de pré-tirées qui sont sur des feuilles volantes une fois que t'as dégrafé tes 2 livres 3, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les livres. Et ensuite, il y a les cartes. Donc il y a 55 cartes un set de 55 cartes au format carte de tarot, avec au recto des portraits de personnages, donc dessinés, et au verso des prompts, donc l'équivalent de table aléatoire sur carte, si vous voulez. Donc il y a des noms, pas de noms, non, il y a des thèmes, il y a des traits de des questionnements, des traits de caractère, des lieux. Voilà. C'est elle qui les a fait. Très complémentaire. Voilà. Et donc, on a décidé de faire un crowdfunding assez light en termes de paliers. C'est-à-dire que pour nous, le jeu complet, c'est ça. Les 3 livres, plus ton set de cartes. Voilà, ça, c'est le livre de base. Donc, en gros, soit on débloque ça, soit on débloque pas le jeu, quoi. Donc, et ensuite, il n'y a que 2 paliers derrière pour des accessoires, mais vraiment le jeu de base pour nous, c'est vraiment ces 4 éléments-là, quoi. D'accord. Et si le financement est une réussite, est-ce que vous avez déjà envisagé une suite? Est-ce qu'il va y avoir des add-ons, des suppléments, des DLC? Des hacks. Non. Si le jeu marche bien, tant mieux, ça sera super. Mais non, on n'a pas prévu de. En fait, ce qu'on voulait faire aussi, c'est livrer un jeu prêt, enfin faire financer un jeu qui est prêt, qui est terminé. C'est-à-dire qu'une fois que le financement est terminé, s'il est réussi, ça part à l'impression et c'est envoyé. D'accord. On voulait pas faire un truc où en fait il vous manque ça. Il va vous manquer des choses, ou vous pariez sur notre capacité à réaliser des trucs. Nous, on sait que le jeu il est prêt. Si jamais le financement foire, il sera sur Itch en PDF, quoi, sur Itch.io en PDF. S'il réussit, ça part à l'impression, on y va. Mais il y a pas ce pari sur l'avenir. On en revient aux photos où en fait vous allez partir sur autre chose juste après, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Je rebondis sur un truc. Vous aviez dit que y aurait du coup un guide pour le hacker. Du coup, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire avec ce jeu, ce système, en fait? Partir sur totalement autre chose que ça, en fait? Vous imaginez quoi? Se l'approprier. Enfin, je pense que c'est super gratifiant d'avoir des gens qui déjà qui jouent à notre jeu et qui ensuite ont envie de l'améliorer ou de le faire à leur sauce et puis de nous le faire savoir. Enfin, c'est toujours sympa de pouvoir parler, échanger et de voir d'autres visions. Quelqu'un qui a dit au final, je sais pas, ce rôle-là, moi j'ai fait ça, telle amélioration et de je voir vais mettre des rôles en plus, des rôles en moins. des rôles en plus, des rôles en moins, de voir ce que ça donne, c'est. D'accord. Donc si quelqu'un arrive et vous dit voilà, j'ai adapté le jeu, j'ai pris les règles de Cthulhu, ça vous va? Bon courage. Si tu veux, vas-y, bon courage. Il n'y a pas cette impression, un peu comme on citait les PBTA tout à l'heure, que si on commence à mettre un peu les mains dedans, on risque de tout faire imploser sur le système. Vous n'avez pas cette impression-là que on peut quand même toucher des trucs dedans et que ça continue à tourner? C'est assez narratif pour ça, en fait. En fait, le cœur du jeu, c'est les dons de remembrance que tu vas mettre en danger, en fait. C'est vraiment le cœur du jeu. Si on voulait écrire un jeu en une page,
C'est vraiment ça, quoi. C'est faites des dons de remembrance et mettez ces moments en danger. Donc après, que tu lances des dés, que tu tires des cartes, que tu résous ça au pile ou face ou Shifumi. Voilà. Peu importe en fait. Que tu fasses des scènes plus comme ci, plus comme ça. Nous, on a dosé le jeu pour qu'il marche d'une certaine manière. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec ces mouvements de respiration, de quotidien, puis de conflit, etc. Mais si toi, ça te convient plus de faire plus de conflits, ou si au contraire, tu veux faire moins de conflits, plus de quotidien, pas de problème, quoi. Ça peut très très bien marcher. En fait, la mécanique, c'est vraiment un squelette, et au fond, le jeu est très freeform. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que au fond, le jeu est très très freeform, et si tu as envie de te passer de certaines choses, tu peux. Le cœur du jeu, par contre, et je pense que si tu changes ça, tu dénatures le jeu, c'est les dons de soi et la mise en danger de ces dons. Voilà. Et le mot remembrance, tu sais qu'il a trouvé? Tu sais, t'es allé chercher dans un vieux dictionnaire français la Gary Michard pour ça. Chilwell se dénonce. Non, je crois que c'est toi. C'est moi. Je sais pas si Chilwell se retourne, genre, c'est toi, non? J'aurais parié sur Manon, moi. Je sais pas pourquoi. Bah parce que Simon s'est retourné tout de suite vers elle et je me suis dit, ah. Moi, j'étais persuadé que c'était toi. Mais, peut-être, je me souviens pas. Je sais que c'est le titre, c'est dans le titre d'un poème de Rimbaud. Voilà. Et que beaucoup de gens pensent que en fait c'est un anglicisme alors que c'est l'inverse. C'est un mot désuet français qui a été anglicisé. Mais après, voilà. Peu importe. Peu importe. Mais il fallait un nom qui marque, vous pensez? Ce nom remembrance, il était utile parce que c'est tellement le cœur de ce système qu'il fallait un nom qui soit impactant et unique en fait. Tout à fait, ouais, c'est très très important pour nous. Pour que ça marque, Surtout si c'est la mécanique vraiment centrale que vous avez voulu y injecter, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a une certaine poésie dans la construction du mot remembrance, tu vois. Mais bon, ça, après, c'est perso. C'est les fans de Rimbaud, quoi. Moi, je propose qu'on parle un petit peu de la précommande, au final. Par rapport à l'équipe, il y a qui, au final, autour de Héros d'Argile exactement? Dites-nous tout, on veut tout savoir. C'est vrai que pour une fois, on s'est un peu plus entouré que d'habitude. Déjà, on passe par un éditeur qui nous a permis, enfin déjà qui nous a laissé libre, qui n'a pas essayé de trop nous dire vers quelle direction aller. Donc on a eu la main mise sur ce qu'on voulait faire. Oui, du coup, c'est Philippe Jaillet de Posidonia. Donc déjà un éditeur, c'est déjà un grand pas, grand changement. On a eu également un illustrateur, donc Vianney Carvalho, qui vraiment a fait un super travail pour donner vie un peu à nos idées farfelues, mettre des traits sur l'héroïne, essayer de nous faire un antagoniste qui soit pas trop pas trop un sidekick, pas trop, enfin qu'on puisse donner libre cours à notre imagination, plein de sidekicks, et qui a illustré également aussi tous les autres settings. Donc on a la chance sur les autres settings aussi d'avoir des illustrations pour que les personnages prennent vie. Puis le trait de Vianney, je trouve, correspond assez bien avec l'idée qu'on se faisait du projet, quoi. C'est ce que j'allais demander, c'est du coup, est-ce que l'idée que vous faisiez un petit peu la façon dont vous voyez votre jeu, est-ce que vous avez eu vraiment l'impression que c'était bien retranscrit par les illustrations, justement? Elle est très très bien retranscrit. Après, il y a toujours un compromis entre dans ta tête et la réalité, on est d'accord. Mais Vianney a fait un très très bon taf. Comment vous faites en fait? Vous lui donnez une idée, vous faites un premier retour, vous lui dites non pas du tout, ou pousse peut-être autre chose, j'imagine comme ça. Ah mais mais ça m'intéresse comment ça marche. Alors, comment ça marche? Le fameux c'est moche par exemple. Non. Au départ, on a discuté une bonne soirée sur c'était quoi le jeu, c'était quoi nos esthétiques, c'est quoi les points de référence communs dans la pop culture, par exemple, auxquels on se rattachait.
Voilà. Et ensuite, bah, comme quand on passe des commandes d'illustration, quoi. On décrit une illustration, Vianney nous fait un brouillon, on corrige les poses, on corrige les éléments. Ensuite, il encre. Et ensuite, on définit un peu ce que les couleurs et ce genre de choses, quoi. Voilà, en sachant que le trait qu'il a choisi, on a fait quelques essais pour voir quel trait il fallait choisir pour ce projet-là. Vianney a un style. En fait, il est très polyvalent. Il peut faire plein de styles différents. Et donc voilà, on s'est mis d'accord sur celui-là, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez expliqué donc ce que vous appréciez justement par rapport à Posidonia Édition, le fait que vous puissiez travailler un petit peu comme vous l'entendiez, proposer vraiment un truc que vous vouliez. Est-ce que c'est ce qui vous a décidé en fait à choisir Posidonia Édition, ou vous aviez d'autres vues également? En fait, ce qui nous a vraiment accroché avec Philippe, donc avec Posidonia, c'est le fait qu'il n'intervienne absolument pas dans le processus créatif. Si je veux extrapoler un peu, il n'est que, mais je mets plein de guillemets autour de que, Oui. mais il n'est que faiseur d'objets, quoi. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu est terminé, on lui envoie, c'est lui qui s'occupe de l'impression, de tout ce qui est administratif aussi. Ça, c'est... Et le deuxième truc qui nous a beaucoup aidé, c'est le fait qu'il avance l'illustrateur. Ah oui. Avec Vianney. D'accord. Nous, on voulait faire faire financer un jeu fini. Donc, on voulait pas attendre les fonds du financement pour pouvoir financer un illustrateur, quoi. Donc le fait de passer par Posidonia, ça nous permet de faire un jeu fini, de le financer, et donc de l'envoyer en production. Et ça nous permet de travailler avec un illustrateur tout de suite, sans avoir à gérer l'administratif ou l'argent, quoi. Globalement, les relations avec Vianney, du coup, sont très très saines, quoi. Il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de question. Lui, il est payé au projet. Il a des deals avec Philippe, donc dont on connaît pas la teneur, en fait. Voilà. Donc du coup, ça balaye tout un pan d'accrochage, ou de, en tout cas, sujet de préoccupation, agréable à gérer, quoi. Du coup, les relations de travail ont été très très saines de ce point de vue-là. D'accord. Voilà. Et du coup, la dernière personne qu'on a, c'est Alice. Alice Cochin, qui est un peu notre notre assistante de communication, je sais pas comment dire. En fait, elle a fait le logo, elle a fait quelques visuels, mais vraiment donc pas les dessins, mais les éléments graphiques. Voilà, elle a fait des éléments graphiques. La charte graphique. Voilà, la charte graphique, etc. Et c'est elle qui nous a mis le pied à l'étrier sur les réseaux sociaux, parce qu'à la base, on est très nuls en réseaux sociaux. Je me reconnais là. C'est un peu elle qui nous coach. Là, tu vois, il y a la cyberconf, il faut que tu y ailles, là, vraiment. Tu serais mon assistant en communication. Ah, bah oui, avec plaisir. Ah. mon sidekick en communication. En communication. Très bien, bah, elle va avoir du boulot, hein, Alice, là, pendant les prochaines semaines. Là, pour les 2 mois à venir, elle va avoir du boulot. Et puis elle a du boulot parce qu'on n'est pas très très réseau social, donc elle a du boulot. Bien, là. Du coup, bah vous avez plus ou moins répondu à la question suivante au fur et à mesure de l'interview, mais c'est voilà, le choix entre précommande et financement. Je crois que la raison est claire, c'est que vous voulez un jeu qui soit fini et livré entre guillemets le plus vite possible. Vous, le jeu il est fini, vous voulez le livrer, point, quoi, et pas repartir sur une nouvelle écriture et de nouvelles promesses, en fait. C'est tout à fait ça. Hein. Oui, tout à fait. Je réponds à mes questions tout seul, c'est génial. Et du coup, la durée de la précommande, ça va être combien de temps? 2 mois. 2 mois, d'accord. On part de Octogone, en gros, et on a la convention. Voilà. D'accord. Donc, et vous serez présent à Octogone, d'ailleurs? Vous allez aller faire des démos C'est cool, ça. Alors, faire des démos, non, parce que le jeu ne se prête pas à l'ambiance qu'il y a à Octogone. C'est vrai que c'est un peu bruyante en convention, etc. Donc c'est un jeu plutôt intimiste, donc non, on fera pas des démos de Argile. Moi, on fera des démos d'autres jeux. Prochain. Je rajoute une ligne sur le. Non, du coup.
Et on sera là pour papoter parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'a pas fait de convention, C'est vrai. s'est pas croisé en vrai, donc je crois que c'est la première qu'on fait depuis le début de la crise sanitaire, donc voilà, c'est surtout ça, quoi. Aller voir les gens, papoter. Je disais faire du quotidien, en fait. Avant que le Nemesis revienne nous confiner. Vous aurez un prototype du jeu sur place ou c'est pas le but, du coup, de venir prêcher un peu? Je pense pas qu'on en aura. On a tout fait avec Philippe pour essayer d'imprimer une épreuve pour Octogone, mais c'est compliqué, hein, les livraisons, les impressions. Ouais. Niveau précommande, est-ce qu'on a fait le tour? Vous avez peut-être des choses que vous voulez rajouter? Les paliers, on en a vite fait parler. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez teaser sur les paliers, peut-être? Ouais, alors il y a deux trucs que je peux dire sur la précommande. Donc il y aura 3 paliers. Un palier financé, on a le jeu. Il y a un palier avec des petits accessoires, donc ça va être des remembrances entre guillemets, déjà pré-imprimées, enfin un de remembrances déjà pré-imprimées que tu peux écrire, etc. Avec une boîte pour les cartes. Et le dernier palier, il y aura un poster. Mais c'est tout, quoi. Le but, c'est pas d'allonger. Pardon, vas-y. Pas d'allonger, ouais, tout à fait. Ouais, pas d'idée de palier, genre un coffret pour les mettre les 4 petits livres dedans. Non, on n'a pas trouvé. En vernis laqué. C'est vrai que les coffrets, c'est toujours un sujet un petit peu délicat, j'ai l'impression, à aborder par rapport aux impressions. Ah, c'est beau, mais c'est long. C'est beau et c'est cher. Hein. C'est cher. C'est cher. Voilà. Et on voulait pas faire un truc à rallonge de toute façon. Donc on a mis quelques paliers parce que fallait en mettre. Oui. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et le deuxième truc, pardon. Vas-y, tu voulais. Non, c'est toi qui parles. Hein. C'est ton interview. Hein. Et le deuxième truc que je voulais souligner, c'est que en fait en option, il va y avoir une option qu'on a appelée ça mécène en gros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des PDF communautaires disponibles. Donc pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter le jeu ou d'acheter le PDF. J'en ai parlé avant-hier sur disant c'est trop. En disant en France on est vraiment trop à la bourre. Regardez ce qu'ils font aux États-Unis en montrant ça justement. Ah c'est cool. On en a parlé. On en a parlé, c'est rigolo. J'aime bien. C'est cool ça. Vas-y, continue. Et oui, on essaye de rendre les jeux accessibles parce qu'on a conscience que tout le monde n'a pas les moyens de débourser. Ne serait-ce que 20 balles pour les PDF, quoi. Donc il y aura et en fait il y a un pot commun de PDF communautaires et si tu prends l'option mécène, tu rajoutes des PDF dans le pot commun. D'accord. Voilà. Donc je crois que c'est 5 € l'option et donc si tu rajoutes 5 € à ta commande, tu rajoutes 5 PDF dans le pot commun. Ah oui. Voilà. Okay. Du coup on espère que comme ça va permettre aux gens aussi de découvrir le jeu même s'ils n'ont pas les moyens et voilà quoi. Okay. Et en termes d'options justement, il y a quoi? Il y a une offre par exemple pour acheter que le PDF peut-être? Ouais. Alors du coup il y a une offre que pour le PDF. Il y a une offre pour le package complet quoi. Et il y a une offre tu as le package complet plus notre dernier jeu qui est d'année. D'accord. Ah ouais, d'accord. C'est bien ça. Et donc, à ces 3 offres-là, tu rajoutes l'option mécène, du coup, si tu as envie de rajouter des PDF dans le pot commun. D'accord. Et si tu prends donc l'option, par exemple, d'année, enfin la totale, tu les as aussi en PDF? Oui, bien sûr, évidemment. Génial. Vous êtes sensible à ça? Qu'est-ce qui vous a rendu sensible comme ça à cette culture du PDF? C'est parce que vous lisez beaucoup de jeux anglais? Il y a ça. En fait, beaucoup de jeux du monde de l'alternativitude. C'est bien. L'alternativerse. Voilà. sont anglophones, donc forcément PDF. Et on joue beaucoup en ligne. Donc, vous savez. Voilà, on sait la galère que c'est. Je pense qu'on va même faire un pack pour jeux en ligne pour Héros d'Argile. On est en train encore de réfléchir quelle forme ça va prendre, mais c'est quand même pratique quand un jeu te donne le pack et tu as juste besoin de l'importer sur ta table. C'est tellement pratique. Ça pourrait peut-être même faire un palier. Moi j'aime beaucoup l'idée en tout cas. Voilà, on y réfléchit encore un petit peu.
Peut-être. Ouais, vous avez 34 heures à partir de maintenant, là. De toute façon, c'est ça. Et au pire, après, pendant le laps de temps des 2 mois, il y a moyen de rebondir aussi un peu. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Oui, vous n'êtes pas fermé à l'idée qu'il y a des changements dans la précommande, vu comment ça peut avancer. Ou des idées qui viennent. Ouais, c'est ça. Nous, on est vraiment en mode, les précommandes durent 2 mois. On va utiliser ces 2 mois-là à fond pour voir ce qui vient, quoi. Parce que là, c'est notre premier crowdfunding, donc on est vraiment tu vois, en mode découverte, quoi. Ouais. C'est ça. Ok. Et j'ai perdu ma question. Ça tombe bien, moi j'en avais une. Avant que tu finisses. Pourquoi avoir choisi 2 mois en fait de précommande, ça fait pas un peu beaucoup, par exemple? Parce que pour des précommandes, on voit justement que de plus en plus les éditeurs ou quoi essayent de faire pas des opérations coup de poing, mais de faire ça en un laps de temps assez restreint, parce qu'effectivement il y a souvent les gens qui arrivent au début parce qu'ils sont intéressés, et après il y a une longue période de flottement et il y a le rush de l'assaut final, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, pour tout te dire, on n'est pas très fan de la dynamique crowdfunding, où en fait on a l'impression que c'est une surenchère de hype, tu vois. Bon, on joue le jeu parce qu'il voilà, mais du coup je pense qu'on a 2 mois, ça nous permet de faire vraiment un travail de fond, de faire des parties de démonstration, de vraiment que il y a pas que la hype qui fait que les gens achètent notre jeu, tu vois, qui est aussi du fond et aussi je pense que c'est comme ça aussi qu'on crée des communautés, quoi. C'est de partager, on partage, on fait jouer au jeu, on en discute, on a le temps d'en discuter, et il n'y a pas de regret derrière. On a fait nos 2 mois de précommande, et j'espère qu'il n'y aura pas de regret au bout de 2 mois. Surtout que du coup, a priori, à la fin des 2 mois, si le financement est un succès, les gens ont le jeu, quoi, en fait. Juste le temps, bien sûr, de la fabrication, mais ils auront au moins le PDF rapidement, j'imagine. Tout à fait. Et ils pourront commencer à jouer dès le début, quoi. D'accord. Ouais, c'est vraiment cette philosophie-là qui est un peu aux antipodes, contraire à l'esprit crowdfunding, où justement toute la hype toujours plus péter les paliers le plus vite possible. Les figurines, les dés qui vont avec, la cape. La cape. Ah ouais, la cape. Et là tu dis oui, et là tu dis non, hein. Du coup, vous avez prévu des événements pendant ces 2 mois-là. Vous avez prévu peut-être des soirées spéciales, des trucs comme ça, des petits événements communautaires déjà? Oui, de faire des démos avec des gens qui ont envie de tester. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de partager, de faire découvrir, et pas de forcer la vente, comme ça, c'est sûr. C'est pas trop la philosophie de la maison, j'allais dire. Donc c'est à la cool, 2 mois, on a le temps de tester, on a le temps d'avoir aussi le retour des gens, ce qu'ils en pensent, partager, c'est ça. D'accord. Parfait. Très bien. J'ai une question ouverte à la fin. Après, vous me direz si on oublie quelque chose, hein, bien sûr. Hein. Mais j'ai une question ouverte. Pourquoi les jeux de super-héros, ils font des super jeux à drama, en fait? C'est vrai, ça. Maintenant. Ah oui, parce que ouais, c'est même au-delà de ça, tu fais plein de jeux, même à iClones, machin, tu vois plein de scènes de drama, en fait. Pourquoi le genre super-héros, c'est un bon genre de drama? Même les Power Rangers, hein, c'est des héros et c'est des super-héros, les Power Rangers. Et ça fait du bon drama. Donc, après, j'ai une autre question, si vous voulez. T'as pas besoin d'aller jusque-là, tu prends Scooby-Doo. C'est un super-héros. Il y a moyen de faire du drama, hein. En fait, dans le... J'y vais, hein. Okay. Je rajouterai si je suis pas d'accord. Dans la construction d'un super-héros, pour moi, il y a vraiment ce côté surhomme, en fait. Il y a ce côté personne hors du commun. En dehors des hommes, presque, tu veux dire? Ouais. En dehors? Surhomme, vraiment, genre... je pense que le pinacle du super-héros surhomme, c'est Superman, tu vois. C'est genre, il est indestructible. Et pourtant, il a des faiblesses. Et pourtant, il est attaquable, au-delà de la kryptonite. Il est attaquable sur sa relation, en fait. Sa vision du monde, il est attaquable sur
Sa patience, les sur Loïs, sur Martha, sur voilà, sur et sur sa vision du monde. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. J'ai mangé le nom de cette série où Superman essaye de résoudre les problèmes de famine et de malnutrition en Afrique, et il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Tu vois, il est en fait, il est impuissant sur plein de choses. Ouais, il est impuissant sur plein de trucs, et pourtant c'est un surhomme, tu vois. Et donc, pour moi, le drama vient, la tragédie vient de là, en fait. La tragédie vient du fait que t'as quelqu'un qui est censé être au-dessus de la masse, qui porte sur ses épaules une responsabilité énorme, mais qui peut pas résoudre tous les maux de la société, parce qu'il y a des choses qui sont systémiques, parce qu'il y a des choses qui sont qui ne nécessitent pas que qu'on arrête le bad guy, parce que ou qu'on donne des coups de poing. Et ça, c'est une vision du super-héros qui le rend vulnérable, en fait. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, du coup, vulnérable sur quoi ? Vulnérable sur sa vision du monde, certes, mais aussi ses relations. Parce que ce qui retient le surhomme, ce qui attache le surhomme au monde que nous, on est capable d'appréhender, c'est ses relations, c'est ses sidekicks, en fait. C'est des gens normaux qui se lient à lui, c'est des gens avec qui on peut avoir un peu plus facilement de l'empathie, par exemple, ou en tout cas qui nous ressemblent. Et donc, forcément, c'est des gens qui sont vulnérables comme nous, tu vois. Voilà. Ça vaut ce que tu veux le compléter. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, moi, je trouve que le drame, il vient en fait, j'allais presque dire, tu sais, c'est ce qu'on a mis sur les sidekicks, c'est le petit truc à côté, le petit problème qu'ils ont, et qui fait que, en fait, les sidekicks peuvent avoir un petit tracas de la vie. En fait, je trouve que c'est ça qui fait aussi le drame. C'est des trucs qui paraissent anodins, mais qui, au final, vont mettre une petite épine dans le pied, et ça va avoir des répercussions, au final, sur l'héroïne, parce que, au lieu d'aller taper le vilain, elle va devoir résoudre le problème de son sidekick. Voilà, t'as un sidekick qui peut pas boucler les fins de mois, qu'est-ce que tu fais, tu vois ? Le drama, il est là, tu vois, et t'es un surhomme, mais quelque part, t'es lié à la condition bassement matérielle des humains, tu vois. Est-ce que tu vas déloger le méchant au risque que ta coloc se retrouve à la rue, ou est-ce que tu l'aides et puis ouais, d'accord. Je vois le truc. Du coup, dans Héros d'Argile, l'héroïne, elle est révélée à ses proches. Ses proches savent que c'est une héroïne, ou il vaut mieux partir du principe qu'elle ne le dit pas pour créer cette tension. Pas forcément. En fait, on a joué, il y a des parties où il y avait un sidekick qui savait, tous les sidekicks ignoraient, il y en a plusieurs qui savaient, enfin la moitié savait, la moitié savait pas. On a vraiment, pour le coup, on laisse libre. Ça crée des dynamiques très différentes. Oui. Non, ça, du coup, les personnages ont été joués de manière totalement différente. Du coup, ça montre qu'il y a une interprétation totale, en fait. Ils sont pas figés, ces personnages. Donc, et sans parler des sidekicks, est-ce que de base dans les histoires, c'est recommandé que le héros ou l'héroïne ait une identité secrète, ou ça peut varier ça aussi, que ce soit connu ? Ouais, pas forcément. Même au niveau du public. Ok. Du coup, vous lisez des comics, j'ai l'impression, d'après ce que je viens d'entendre sur Superman. Un peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Vous avez l'impression que c'est récent, cet intérêt pour le drama et les faiblesses d'un super-héros, ou même dans le comic, ça existe depuis longtemps, et c'est juste qu'on a l'impression que ça existe depuis pas longtemps dans les films, en fait. Comment vous le ressentez, cette arrivée du drama en général dans le genre? En fait, on se prétend pas méga connaisseur de comics, déjà. Mais dans tes connaissances, il n'y a pas de souci. Je saurais pas te dire... Personne n'est imposteur. Non, mais on saurait pas te dire, voilà, effectivement, il y avait ça avant ou pas. Enfin, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que plus on mange de médias ou de films, de séries sur les super-héros, plus il y a une branche de ce média-là qui va vers justement le quotidien, le drama, etc. Dans les films. Dans les comics, en fait, le problème des comics, c'est que comme c'est sériel, tu arrives souvent au statu quo à la fin d'une saga, quoi. Donc les impacts sont peut-être un peu diminués, mais quand même, j'ai tendance à dire que
les relations restent importantes, quoi. Enfin, j'arrive pas à nommer un comics, des comics qu'on lit en tout cas, dans lequel le héros ne tisse pas de relation, où il n'y a pas de drama, tu vois. Où ses relations sont pas en danger, ou ne le mettent pas lui ou Voilà, elle en danger. on lit pas depuis les années 80 non plus, tu vois. Donc, voilà. Difficulté liée à lire, en tout cas. Enfin, je sais pas, tu vois. Non, oui. Bah, comme on lit la même chose, logiquement. Et chez les héros grecs, parce que ça ressemble vachement à des super-héros, hein. Chez les héros grecs, pareil, hein. C'est de relations drama, de la vulnérabilité pour des surhommes, etc., quoi. Donc, on peut jouer, on pourrait faire un héros d'argile version héros grec. Oui. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Carrément être palier. On va rester en contact. C'est Monsieur Style d'héros grec écrit par Taillefer et Manitou. Alors, pour les prix, l'offre tout PDF est à 20 €. L'offre, on va dire standard, c'est-à-dire les livres plus le set de cartes en physique, est à 45. Et l'offre avec la totale. Avec d'années, enfin la totale plus d'années est à 55. D'accord. Ok. Vous avez fait un pack boutique? Vous avez prévu un pack boutique? Vous avez un pack boutique. Enfin, c'est le x3. Ok. Vous avez le droit de dire à combien il est financé? À combien de précommande il est financé? Ou on le saura dans 2 jours, du coup? Non, vous êtes pas le chiffre. Sur les paliers, si tu veux. Le premier palier est à 4000, je crois. Donc 4000, c'est financé. 4000, c'est financé. Je crois. Il faudrait que je retrouve, mais c'est 4000 ou 4500. Ouais. En gros, c'est une centaine de ventes, en fait. C'est ça, c'est une centaine de ventes. Ouais, ok, physique. Ok. Très bien. Du coup, oui. C'était peut-être un petit mot sur l'inclusivité, du coup, parce que... oui, vas-y. On a dit souvent héroïne, parce que dans notre setting principal, en fait, c'est une héroïne. Pour changer un petit peu de... Je dis pas qu'il n'y a pas d'héroïne, mais il y a souvent des hommes. Donc on a mis une héroïne en avant, pour une fois. Et on a aussi fait, en fait, dans les cartes de personnages, c'est un travail qu'avec on était d'accord avec Vianney pour faire, en fait, des personnages qui ressemblent à la société, en fait. Donc il n'y a pas que des hommes blancs dans les cartes. Donc il y a des femmes de couleur, des hommes de couleur, des hommes qui ont un peu d'embonpoint, des femmes qui ont un peu d'embonpoint. Enfin, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà, on a essayé que ça ressemble plus à nous. C'est ça, à nous, ouais, c'est ça. Plutôt que voilà. Oui, que l'image du surhomme ou de la super baraqué. Superman, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. C'est ça. Ça nous tenait à cœur particulièrement. Ou l'hypersexualisation des hommes ou des femmes, d'ailleurs, qu'on peut voir dans les comics. Non, ça, il n'y a pas non plus. Ça, il n'y aura pas. Désolé. Mais sérieux, soyez pas désolé, on en a assez. Non, oui, on est bombardé avec, ça va. Voilà, le petit point qu'on voulait. C'est un bon point. Oui, un petit mot, et là, va falloir bosser, faire sa pub. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous suivre l'avancée du projet, à faire des demandes pour jouer avec vous pendant ces 2 prochains mois, par exemple? Je dis ça comme ça, hein, mais dites-nous tout. On est sur Facebook, Twitter. Déjà. Angel Dust, du coup, c'est ça? Ouais, alors on le mettra dans la description de la vidéo. Je le mettrai, mais bon, c'est bien de le dire à l'oral pour que les gens l'entendent, vous inquiétez pas. Voilà, c'est Angel Dust JDR. On a un site internet qui est plus la vitrine, quoi, sur lequel on peut retrouver nos anciens jeux. Et vos RPG Day. Il y a le fameux RPG Day. Et sinon, sur Discord, on est essentiellement sur le Discord des courants alternatifs. D'accord. Voilà. C'est là-bas que vous proposez des parties ou que vous jouez souvent? Alors je pense que c'est là-bas qu'on peut jouer, ou sur Discord en général. Je pense que je proposerai les parties sur des plateformes plus réseaux sociaux que Discord. Directement dans le financement, peut-être, sur la page financement, où vous ferez une news par exemple? On trouvera un peu de faire des parties, ou de faire des événements aussi pour
pour faire vivre un peu le truc, quoi. Voilà. Donc si vous voulez jouer avec nous, c'est volontiers. On répond aux messages. Il faut que le temps soit optimisé pour les enfants. Oui, on a bien compris. c'est ça. Exactement. Pour ça, 2 mois, tu demandais, Fred. 2 mois parce que il y a les enfants au milieu. En 2 mois, on va essayer de jouer du coup. Ouais. On fera un retour. Avec plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Héros grec, n'oubliez pas. Ouais, avec une cape. Il va pas lâcher sa cape, hein, va falloir faire quelque chose. Hein. Je suis un héros, merde. Pas de cape. Tu as pas vu les Indestructibles? Pas de cape. Bien, avant qu'on craque tous, je vous remercie, Manon, Simon, d'être passés par ici. Merci énormément, vous êtes prêtés au jeu en tout cas. Hein. Vous avez été merci, c'était cool. Merci. En plus, je connaissais pas du tout le jeu et tout, du coup, ça m'a donné envie. Donc, il faut pas que je le dise trop parce qu'après, il va me faire jouer à Alice. Donc. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités surtout. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On vous retrouve bientôt, de toute façon. On vous suit sur vos réseaux, etc. Et puis, aux personnes qui nous regardent, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous connaissez le partage, le pouce, et puis... Et l'abonnement. Et les abonnements. Et l'abonnement. Voilà. Voilà, et on se dit et les petits cadeaux. Hein. Oui, et on se dit à dans 48 heures, donc pour la précommande. Oui. Soyez présents. Ouais, on compte sur vous. Ah oui, on compte sur vous. Il nous faudrait un slogan comme ça, un peu comme les Restos du Cœur. Bon allez, cette vidéo est trop longue. Au revoir tout le monde. Salut.